C'est Maître Siré Camara depuis New York. Donc, on a fait cette vidéo-là spécialement pour l'asile. Parce que dernièrement, euh, on nous a sollicité et il y a beaucoup de questions. Il y a des gens qui sont un peu confus, que ce soit même ceux qui sont venus avec le visa et ceux qui sont venus par la frontière. Parce que la loi de l'asile est pratiquement la même, c'est juste la procédure, par exemple, qui est différente. Et l'asile, c'est l'un des droits les plus complexes et qui complexe même pour les avocats généralement, parce que et la loi change chaque fois à plusieurs reprises. Donc, euh, euh, on a on va faire, par exemple, des séries de discussions là où on va éclairer le mieux possible. Alors, aujourd'hui, on va faire juste une introduction, genre, qui permettra de donner une image de comprendre l'asile le plus simplement possible. Et on le fait surtout parce qu'on sait, il y a beaucoup de gens qui, à défaut d'avoir d'avocats et autres, ils sont obligés de se représenter. Et on sait que avec une compréhension minimale de la loi sur l'asile, ça peut aider. Donc, on va résumer un peu la situation et on commencera déjà pour dire que l'immigration, et je dis même le processus d'asile, a défini pratiquement est partie intégrale de l'histoire de ces pays-là, parce qu'il y a beaucoup pratiquement qui se sont établis ici. Ils fuyaient un peu l'oppression basée sur la religion et autres. Donc, ce qui vous dit, c'est pour cela que le gouvernement de ce pays donne une importance à cela. Et c'est basé sur une loi qui est internationale aussi, comment dirais-je. Si vous êtes en Afrique, ou vous étiez en Afrique, vous avez vu, par exemple, des bateaux qui allaient en Europe et autres. Ces gens-là qui allaient là-bas, ils allaient pratiquement pour la seule la demande d'asile. Donc, il y a une loi internationale, c'est les droits de l'homme qui, en tout cas, interdit, et beaucoup d'États ont été signataires. On ne peut pas te retourner vers le pays dans lequel où ta vie est en danger. Donc, c'est les bases de l'asile. Alors, quelqu'un, par exemple, qui vient, que ça soit avec un visa ou qui vient par la frontière, c'est au niveau de la procédure que ça va qu'il y a une différence. C'est quand on ira pratiquement dans les détails qu'on essaiera de dissocier un peu. Mais aujourd'hui, on va faire un ramassé, un résumé sur les gens qui viennent au niveau pratiquement de la frontière. Alors, quand vous venez et que vous entrez, vous êtes en détention, que ça soit pour un jour ou quelques heures, c'est parce que ils pensent que vous avez violé les lois de ce pays en entrant sans être admis. Alors, mais même si vous avez violé ou qu'on vous accuse d'avoir violé les lois de ce pays, vous avez des droits. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a que le juge qui peut décider si vous devez rester ou si on doit vous retourner. Normalement, ce qui se faisait avant, c'est que c'est en détention qu'on vous jugeait. Si vous gagnez votre procès, du coup, vous sortez avec vos papiers. Et si vous perdez, on vous retourne au pays. Mais comme pratiquement la situation a été telle qu'avec le nombre, ils n'ont plus de capacité, plus de lits où mettre les gens, quand vous venez, généralement, il y a certains à qui pratiquement on fait des interviews. Il y a d'autres, par exemple, on leur donne juste un papier pour pouvoir aller au juge. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a que le juge qui est habilité à décider si oui ou non vous allez rester ici ou rentrer. Premièrement, ce qu'il faut savoir, je l'ai dit, c'est le juge qui doit décider et il doit le décider généralement en deux rencontres. Et c'est sur ce point aussi, les gens sont confus. Il y en a beaucoup qui disent, oh, c'est la deuxième fois que je vois le juge, c'est la troisième fois. Ça peut être 5 fois, mais pour la même raison. Parce qu'il y a une première rencontre, on dit Master Calendar Hearing, mais ça, c'est juste une rencontre introductive, généralement, où le juge veut s'assurer que les informations sur les papiers d'accusation sont correctes. Voir votre nom, voir l'adresse, parce que c'est important. Ils veulent s'assurer que vous allez recevoir toutes les correspondances relatives à votre dossier. Il va aussi voir, vous dire les accusations, genre que vous n'êtes pas né de ce pays-là, vous êtes né dans votre pays d'origine et que vous êtes entré dans la date, parce que ça aussi c'est important. On aura peut-être le temps de développer sur cela.
Et il aussi vous dit la loi qu'il prétend que vous avez violée et qu'il vous demande maintenant, même si vous demandez, c'est lors de cette rencontre-là que vous confirmiez que vous demandez l'asile. Si vous n'avez pas, envoyé déjà votre demande d'asile. Et il vous demandera, par exemple, quelle serait la langue que vous souhaitez utiliser lors de votre procès. Et il vous fixe une date. Maintenant, vous passez à la deuxième parce qu'il va vous fixer une date et ça aide un peu d'avoir une idée comment ça se fera au niveau de la deuxième rencontre, qui est le jugement en tant que tel. Parce que sur ça aussi, il y a une confusion. On voit beaucoup de nos clients, généralement, ils disent, Maître, j'ai déjà envoyé mon dossier, je cherche juste un avocat pour plaider mon cas. Pour ces gens-là, il y a certains qui pensent que c'est l'avocat qui va juste et parler avec les juges. Alors, donc, on va résumer aussi pour donner une idée, parce que cette information va aider les gens à être mieux préparés et à comprendre ce qui va venir. Cette rencontre-là, c'est une rencontre qui va être beaucoup plus longue, des heures, là où on va décider votre cas. Et c'est quoi? Vous êtes là-bas. Si vous avez un avocat, il est là-bas. L'avocat du gouvernement, il est là-bas. Et il y a le traducteur et le juge. OK? Alors, le juge va demander à votre avocat de commencer. Imaginez l'avocat que vous avez et qui vous représente, c'est lui qui va déjà commencer à vous poser des questions. Parce que ce que vous devez savoir, c'est vous qui parlez du début à la fin. Votre avocat vous pose des questions, mais en vous posant des questions, il essaie de démontrer, par exemple, que vous êtes votre éligibilité en vous posant des questions clés sur, comment dirais-je, ce qui vous est arrivé et en essayant de montrer comment, au fait, il pense que ça vous fait, comment dire, éligible à la demande d'asile. Quand votre avocat finit, il y a l'avocat du gouvernement qui prend le contre-pied en vous posant des questions sur votre demande d'asile, parce qu'il faut savoir que c'est pas pour vous mettre les bâtons dans les roues, mais ils sont là pour vérifier. Je vous l'ai dit, en vous rappelant l'historique de l'asile, c'est une importance pour eux. Ils veulent s'assurer généralement que c'est les personnes, par exemple, les vrais demandeurs d'asile qui sont éligibles soient protégés. Et c'est le pourquoi même de ce procès, pour voir qui est avocat, qui est demandeur, qui est éligible à l'asile et qui n'est pas, comment dirais-je, éligible à l'asile. Et ça commence. Donc, il posera des questions sur les parties qui lui semblent un peu sombres dans votre histoire ou qu'il ne comprend pas, et à vous. S'il finit, il y a le juge, par exemple, qui va aussi intervenir en vous posant des questions. Et à chaque fois, il y a le traducteur qui traduit et vous répondez aux questions. Généralement, le juge, il regarde trois choses. Il faudrait, premièrement, qu'il vous croie, parce que ça commence à ça. S'il ne vous croit pas, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Alors, donc, après, il faudrait aussi que vous soyez éligible à cela. Parce que même si vous avez 10 avocats et que la base de votre demande n'est pas éligible, ils ne pourront pas faire grand-chose. Donc, deuxièmement, c'est l'éligibilité. Et troisièmement, il faudrait que vous méritez un peu la clémence pratiquement du juge, parce que l'asile, ce n'est pas un droit. Si quelqu'un se marie à un citoyen, c'est un droit, et dès qu'il prouve son mariage, on doit lui donner les papiers. Alors que l'asile, même si votre histoire est vraie et qu'on y croit, il faudrait que vous démontrez que vous méritez un peu la clémence du juge. Donc, vous comprenez, donc c'est l'histoire qui est la plus importante dans tout cela. Alors, et c'est l'éligibilité. On va parler un peu, essayer de ramasser, parce que cette vidéo est destinée toujours comme, est destinée surtout, comme on l'a dit, à donner une idée aux gens, par exemple, qui seront obligés de se représenter eux-mêmes à défaut d'avoir un avocat, ou des gens même, par exemple, qui ont des dossiers en cours, mais qui veulent comprendre ce qu'est l'asile. Parce que c'est une opportunité même qu'ils donnent aux gens qui sont en détention. Généralement, le gouvernement fait tout pour informer et pour respecter le droit de chacun en distribuant des papiers par exemple, informent avec des langues, diverses langues, pour permettre à chacun, par exemple, de comprendre l'asile. Donc, c'est pour cela on a fait cette vidéo pratiquement pour donner l'opportunité aux gens, par exemple,
qui n'ont pas accès à ces informations pour les permettre de mieux comprendre et de se préparer au procès. Alors, donc, la loi dit, par exemple, que la personne qui est éligible à l'asile, c'est la personne, par exemple, qui a été persécutée par son gouvernement. La persécution peut être quelque chose qu'il a déjà subi dans son passé ou quelque chose qu'il n'a pas encore subi, par exemple, mais qui risque de lui arriver. Il a pris ses bagages pour s'enfuir. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faudrait, parce que c'est l'une des bases pour l'asile, le premier élément. Après, il faudrait aussi que la personne euh, euh, puisse appartenir à un groupe que la loi vise même, qui est protégé par la loi. Et il y a pratiquement 5 groupes. Ça peut être une personne qui, parce qu'il faisait la politique, à cause de la politique qu'il faisait, le gouvernement veut essaye de le persécuter. Okay? Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, à cause de sa religion, il n'arrive pas, il est persécuté. Quelqu'un à cause de sa race, il est persécuté. Ou quelqu'un qui appartient au groupe qui se protégeait. Il y a une pléthore de groupes. Les groupes les plus connus, ça peut être les femmes excisées, les femmes qui sont des victimes de violences conjugales, par exemple. Ça peut être les homosexuels aussi. Donc, les deux. Mais il faut comprendre le but du jeu, c'est quoi? Ça dit que c'est tout simplement pour que le gouvernement s'assure le pourquoi, ça dit pourquoi la personne a quitté son pays. Est-ce qu'il l'a fait à la recherche d'opportunités ou est-ce qu'il l'a fait parce que sa vie était en danger? Donc, si le danger qui vous a fait fuir était un danger local, mais un danger qui pouvait être évité en allant juste se réinstaller quelque part, ça poserait problème. Ils vont se poser la question de savoir, alors pourquoi alors, vous habitez telle ville dans le pays. Si vous étiez au sud, si vous étiez au nord, si vous êtes parti au nord, est-ce que le danger ira vous trouver? Si la réponse est non, ça vous pose des problèmes. Ou quelqu'un, par exemple, qui a fui, qui entre dans un autre pays qui lui a offert, comment dirais-je, protection, et la personne ne s'y retrouve pas ou n'aime pas les situations, sa situation, et qui sort pour venir aux États-Unis, cette personne aussi n'est pas éligible parce qu'ils diront que clairement, c'est pas par peur que tu as quitté, mais tu es actuellement, même si c'était par peur que tu as quitté, maintenant, de par ton acte, il me semble que c'est surtout par opportunité parce que tu cherches une meilleure place. Alors, ça, c'est d'une façon pratiquement rapidement ramassée et comme on l'a dit, c'est surtout destiné à une audience pour leur donner juste une idée et la façon la plus simple possible de le comprendre. Il est aussi vrai que tout cela doit être en rapport avec le gouvernement, ok? Parce que la persécution doit venir directement du gouvernement ou euh, 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 d'une entité que le gouvernement n'a pas contrôlé ou n'a pas voulu contrôler. Je vous donne juste un exemple. L'État ne vient jamais pour exciser les femmes et autres, quoi. Mais c'est généralement basé sur la négligence ou l'incapacité de l'État de protéger ses citoyens que la connexion peut s'établir. On aura pratiquement l'occasion de discuter en détail sur les vidéos qui seront à venir. Il y a un autre aspect, c'est quoi? Ça dit comprendre un peu le travail de l'avocat parce que nous voulons aussi dire sur cette vidéo que quelqu'un peut gagner son procès sans avoir un avocat et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et comme on l'a dit, l'histoire est la partie la plus importante et vous pouvez gagner votre histoire même sans avocat. Alors, il faut comprendre que, alors, si une personne a une parfaite compréhension de la loi, ça peut l'aider à mieux présenter son cas d'asile. Je vous donne un exemple. Généralement, toute personne qui entre ici a une histoire, mais demander à ce qu'on vous croit sur la base uniquement de cette histoire, généralement pose problème. Vous pouvez être chanceux de tomber sur un juge qui est, mais généralement, c'est quand c'est accompagné avec des preuves. Le travail surtout de l'avocat, c'est essayer de cultiver en vous
ou de travailler pour voir s'il y a des preuves qui peuvent étayer pratiquement ce qui vous arrive. J'ai l'habitude de donner l'exemple pour dire généralement que l'avocat, si vous lui dites quelque chose, vous racontez son histoire, il n'était pas présent, mais vous lui racontez une histoire, votre histoire qui vous est arrivée. Alors, généralement, il vous aide à développer genre, cette histoire. Je vous donne un exemple. Vous me dites que vous avez été agressé et que il vous pose des questions à savoir. C'était quand? Où est-ce que vous alliez? C'était combien de personnes? Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils vous ont agressé? Ils portaient quoi? Est-ce qu'ils étaient armés? Ils vous ont fait du mal? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous êtes allé à la police? Tous ces détails-là, ça dit que parce que plus de ça aide votre cas et vous aussi aider à trouver les preuves, pas qu'il vous aide à fabriquer des preuves, mais faire des suggestions et vous poser des questions. Parce que si vous me dites que, oh, je suis allé à l'hôpital, je vous poserai la question, genre, est-ce que l'hôpital vous a fait un papier? Genre, et il y a un autre aspect là où, par exemple, vous, c'est à vous qu'incombe de trouver les preuves de ce qui vous arrive. Maintenant, c'est à l'avocat, maintenant, de, il n'était pas présent, il ne sait pas, mais il vous croit. Alors, sa plaidoirie, c'est généralement basé sur le fait, monsieur le juge, ce qu'il dit que ça lui est arrivé arrive aux gens, par exemple, qui sont dans le pays à lequel il vient. Et ça a été montré, ça s'est montré par des rapports que des experts ont faits. Et même le gouvernement américain est présent dans chaque État et ils font des rapports chaque fois dans chaque pays pour parler un peu de la sécurité, des trucs qui arrivent aux gens. Et l'avocat, c'est à son niveau-là de montrer, hey, tel rapport fait état de la même chose qui est arrivée à temps. Et il y a des articles aussi qui peuvent être utilisés. Donc, ce qui veut dire que c'est un travail d'équipe. Et il y a aussi un autre, c'est quoi? C'est-à-dire les experts, une personne qui est neutre généralement, mais qui connaît le pays et qui peut faire un rapport qui confirme. Il y a aussi d'experts pratiquement médicaux si la personne a subi, par exemple, des violences émotionnelles ou des trucs comme ça et qui est vu avec un psychiatre qui lui fait un rapport qui confirme cela, qui confirme sa crédibilité, ça peut augmenter ses chances. C'est pour cela qu'on aura le temps de développer en essayant de faire des discussions fragmentées sur chaque thème, que ça soit sur l'histoire, que ça soit sur comment le procès se fait, des conseils à donner et répondre aussi aux questions sur l'asile. Et cette partie-là, c'est pour le moment pour les gens, par exemple, qui sont venus par la frontière, mais comme on l'a dit, il y a beaucoup aussi de questions sur les gens qui sont venus avec le visa. Ils veulent savoir comment la procédure se passe exactement, parce que pour ces gens-là, ils vont premièrement aller devant l'officier et maintenant, si l'officier refuse, aller au niveau pratiquement du juge. Et il y a beaucoup de questions par rapport à, oh, j'ai envoyé mon dossier et ça fait 8 ans ou des trucs comme ça. Donc, on ira dans les détails au fur et à mesure. On essaiera d'éclairer le meilleur qu'on peut, ok, et essayer aussi de simplifier pour aider les gens un peu à comprendre et à comprendre l'asile. Ok, stay safe and know your right.